Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, c'est un bilan de 15 ans, oui c'est pas rien, du projet Lycée de la réussite et on en parle avec Bouchra Aliouat, directrice de l'engagement citoyen chez KPMG France. On parlera justement de ces jeunes, parfois décrocheurs ou dans des départements tels la Seine-Saint-Denis, accompagnés justement par KPMG. Smart Philo, le sujet est important, qu'est-ce que l'innovation? On en parlera avec Thibaut Brière, il est conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et il est écrivain, auteur de Toxic Management chez Robert Laffont. Le cercle RH, alors c'est un sujet qui tombe bien et il est dans l'actualité, c'est un livre qui sort, Dialogue social, dialogue de sourds, qui est un regard croisé entre un patron de banque et un patron de syndicat. C'est les coulisses de ce dialogue social. Au sommet, ça ne se passe pas très bien, on reviendra évidemment sur le projet de réforme des retraites, mais dans l'entreprise, on dialogue, ça frotte parfois, mais on dialogue, on fera le point avec ces deux experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les entreprises les plus accueillantes pour les stagiaires et les alternants. Il y a des classements en fonction des secteurs d'activité. On en parlera avec Célica Tellier, la cofondatrice de Choose My Company. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de l'accompagnement de lycéens, de quartiers, de zones prioritaires et on en parle avec Bouchra Aliouat. Bonjour Bouchra. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice de l'engagement citoyen chez KPMG France, très engagée sur ces démarches d'inclusion, c'est le mot qu'on utilise pour ces jeunes parfois éloignés des réseaux parisiens. On en parle avec vous parce que vous fêtez, je mets des guillemets, un bilan de 15 ans. D'abord, rappelez-moi l'esprit de cette initiative, comment elle fonctionne, et puis on reviendra évidemment sur le tableau de bord et les données que vous avez accumulées. C'est quoi l'esprit? C'est de tendre la main, d'accompagner des jeunes de quartiers en difficulté? Exactement. Écoutez, ce programme, il est né il y a plus de 15 ans et à l'époque, effectivement, vous aviez aussi un phénomène de société qui était la crise des banlieues, où on a découvert en 2005 qu'il y avait une vie... Elle s'est embrasée, la banlieue. Exactement, au-delà du périph', effectivement. Et j'ai envie de vous dire, il faut aussi avoir des choses positives derrière ces phénomènes un peu de société. Et la chose positive, c'est que beaucoup d'entreprises, et nous, effectivement, y compris, eh bien, on s'est dit, mais écoutez, on ne peut pas rester comme ça sur le côté, et puis laisser toute une jeunesse. Parce que je ne sais pas si à l'époque vous vous en souvenez, mais il y avait aussi des témoignages aussi de jeunes qui disaient que leur avenir était foutu, ils avaient à peine 15 ou 16 ans, que personne ne s'occupait d'eux, qu'ils n'arrivaient pas à trouver de l'emploi, qu'ils n'arrivaient pas à trouver de formation. Et donc à l'époque, effectivement, les dirigeants, en tout cas de KPMG, se sont emparés du sujet et ont décidé de créer une fondation d'entreprise qui travaillerait effectivement auprès de cette population de jeunes. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, et ça je tiens à le dire, peut-être c'est aussi grâce à un député de la circonscription du 93 de l'époque, effectivement, qui nous avait aussi... qui s'appelait à l'époque? Qui s'appelait Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, évidemment. Circonscription de Bondy. Exactement. Eh bien, c'est à Bondy que nous avons commencé, effectivement, à Bondy et Noisy-le-Sec. Et elle a fait quelque chose, effectivement, qui était important pour nous, c'est qu'elle nous a mis en relation, tout simplement. C'est l'enjeu, la mise en relation. Absolument, c'est exactement ça. Elle nous a mis en relation, en tout cas avec 4 lycées de sa circonscription, donc de Noisy-le-Sec et de Bondy, et les dirigeants de KPMG, et on a co-construit ensemble un programme pour essayer d'aider ces jeunes à mieux comprendre, en tout cas, le fonctionnement de l'entreprise. Vous soufflez les 15 bougies, donc d'un événement et d'une initiative très concrète, parce que parfois on a des grandes idées, des grandes théories. C'est extrêmement concret ce que vous mettez en place. 2700 jeunes, près de 100 classes de lycée localisées dans 37 villes. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous tendez la main à ces jeunes en leur donnant confiance. On va y revenir. Il y a du coaching, il y a de l'accompagnement, on fait les CV, on leur apprend à s'exprimer à l'oral. C'est formidable. Et ça permet aussi d'impliquer les collaborateurs KPMG. Et ça, je trouve ça génial. C'est un rapport gagnant-gagnant. Il faut le comprendre effectivement qu'en étant finalement dans ce type de programme et en engageant des collaborateurs qui sont plutôt effectivement dans des quartiers plutôt favorisés,
âgées, de classes diplômés, soit à la Défense, effectivement, dans les grandes tours. On ne va pas tous les jours dans les quartiers, effectivement. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a un regard des quartiers. Chacun se nourrit aussi. Hein. Mais bien sûr. Et puis, il faut l'admettre, le regard qu'on porte sur les quartiers, il est très souvent négatif. Évidemment, parce qu'il est relayé par les médias. Et là, de pouvoir aller sur le terrain, directement au contact de ces jeunes, eh bien, on se rend compte, effectivement, qu'il y a des talents, qu'il y a un dynamisme, qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'en sortir, mais qui sont très talentueux, qui ont des compétences. Et ça nous permet à nous, monde de l'entreprise, de complètement changer notre regard sur la communauté, sur ces jeunes. Mais inversement, attention, ça permet aussi aux jeunes de changer leur regard sur les diplômés, effectivement, et les collaborateurs, les cols blancs, enfin voilà, les collaborateurs des grandes entreprises. Parrainage de classe par des collaborateurs. Il y a des journées découvertes de l'entreprise. Là aussi, c'est intéressant parce que les jeunes quittent leur quartier, leur espace, rentrent à Paris, dans des quartiers où ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Ou région, parce qu'il y a 37 villes. Absolument. On est dans tous les quartiers prioritaires de la ville. Maillage territorial. Exactement. Donc à Roubaix, dans les quartiers nord de Marseille, enfin voilà, on a quand même un maillage territorial, c'est important. Et pour être concret, comme on est une émission emploi, RH, ce qui est intéressant, c'est que ces talents, et il n'y a pas de cynisme dans ce que je dis, c'est que ces jeunes vont pouvoir faire un stage, peut-être même une alternance, et l'idée, c'est qu'à la fin, ces jeunes deviennent des consultants KPMG, parce que au final, il y a quand même c'est un cadeau aussi là. C'est formidable pour vous. C'est le bout de l'histoire. Je vais vous dire, initialement, comme c'était porté par la fondation, il y avait un enjeu pas du tout de RH, mais plutôt de fondation, social, de mécénat et finalement d'engagement de l'entreprise sur un territoire ou sur des territoires. Au fur et à mesure du temps, 15 ans, effectivement, eh bien, on a vu les effets positifs, ce qu'on appelle les externalités positives, qui ont permis aussi à KPMG, effectivement, d'avoir des viviers de recrutement différents, beaucoup plus inclusifs, effectivement. Et ces jeunes qui étaient, attention, on parle des formations de bac pro. Effectivement, on ne va pas recruter des bac pro, effectivement, chez KPMG, là où on recrute plutôt à partir de bac plus 2, 3, ou voire bac plus 5, effectivement, en majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis à ces jeunes d'avoir des nouvelles perspectives de carrière et de comprendre ce que c'est que le monde d'entreprise, de comprendre les différents diplômes qu'il faut avoir pour atteindre une entreprise comme KPMG. Et après, au bout de 15 ans, effectivement, on a vu des jeunes qui étaient en bac pro, qui ont continué leurs études en BTS. Les promos de la fondation, en quelque sorte. Mais c'est ça, et qui ont été diplômés en BTS, donc ça leur donnait envie de poursuivre leurs études, parce qu'il y a un objectif, parce qu'ils comprennent finalement ce qu'il peut y avoir à la clé. Puis on voit puis on voit l'ascension, évidemment. Et puis j'en ai certains, effectivement, qui sont devenus juniors, qui ont fait un bac plus 5, et qui sont rentrés, effectivement, chez KPMG. Donc ça, c'est les externalités positives, et qui sont très, très bien. Mais pas que chez nous, j'ai envie de vous dire. Vous savez, lorsque vous êtes un jeune de Bondy, de Noisy, que vous êtes en bac pro, que vous mettez KPMG en stage, eh bien, on regarde davantage votre CV. Finalement, clairement, le côté Bondy ou 93 qui pouvait être discriminant finalement à la base, eh bien, avec KPMG, moi j'ai des jeunes qui ont témoigné, qui m'ont dit, mais comment vous avez fait pour avoir un stage, vous, en bac pro, de ce lycée chez KPMG? Tout d'un coup, la personne le regarde, mais attendez, vous avez quelqu'un qui travaille là-bas? Parce que c'est un peu ça l'idée. Mais bien sûr, effectivement. Et en fait, on s'est habitué finalement à cette discrimination, et vous dites non. On peut créer des passerelles. Il y a quand même un travail, avant de nous quitter, ça m'intéresse aussi d'entendre, après 15 ans, vous avez ces promos, ceux qui ont grandi, et qui sont les bébés fondations et qui sont aujourd'hui des collaborateurs. Côté collaborateurs, pour ceux qui s'engagent dans les classes, pour ceux qui y consacrent du temps, vous avez des retours d'expérience après 15 ans, vous en avez? Il y a une vraie satisfaction. Il faut comprendre aujourd'hui, en plus, il faut savoir qu'ils le font sur le temps de travail. Chez KPMG, vous avez 6 jours que vous dédiez au mécénat de compétences, qu'on appelle le mécénat de compétences. Donc vous pouvez vous engager sur votre temps de travail pour aller effectivement dans ces établissements. Et ils en retirent un enrichissement qui est, bien sûr, au-delà de l'enrichissement personnel de données, il y a des compétences aussi qui sont développées. Parce qu'adressez-vous à une classe de 30 jeunes qui ne sont pas forcément attentifs à ce que vous pourriez leur dire. On ne regarde pas le métier de prof pareil. Évidemment. Et puis alors ça, on peut le souligner aussi, c'est que vous avez aussi des relations avec les professeurs, les enseignants. Et ça, c'est intéressant que des professionnels de l'entreprise travaillent ensemble, effectivement, sur la gestion de projet, sur la pédagogie, pour rendre beaucoup plus attractif, bien sûr, exactement. Et les
priori d'ailleurs Et réciproques. les a priori des deux côtés. Sur le travail Et d'un prof. valoriser surtout. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut valoriser la formation professionnelle. Vraiment. Il y a cette culture un peu élitiste où il y a la voie royale, la voie généraliste. Mais il y a d'autres chemins. Mais il y a d'autres chemins qui sont tout aussi méritants. Et moi, je pense que je lance un appel aussi à d'autres entreprises pour allez-y, allez vers la formation professionnelle. Regardez ce qui se passe aussi sur vos territoires et vous verrez que c'est un rapport gagnant-gagnant. Et allez donner leur chance à ces jeunes qui ont du talent, parce qu'ils ont beaucoup de talent. En effet, il n'y a pas que des faits divers dans les quartiers prioritaires. Merci Bouchra Aliouad d'être venue nous rendre visite, directrice de l'engagement citoyen KPMG France, 15 ans d'expérience à découvrir sur votre site, accompagnée aussi de la fondation de Saïd Amouche et partenaire du sommet de l'inclusion, pour être totalement complet. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, on fait un peu de philo. C'est important la philo, parce qu'on fait de la philo finalement à travers ce sujet. C'est un sujet philosophique, smart et réglo, avec Thibaut Brière. Smart Philo, comme chaque semaine, avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, auteur de Toxic Management chez Robert Laffont, votre dernier livre. Vous avez choisi de nous parler de l'innovation parce qu'il y a quand même cette espèce de mantra. Alors, je ne parle même pas de la réforme, qui est un peu liée d'ailleurs à l'idée d'innovation, mais c'est un truc qu'on nous répète en boucle. Innover, tout organisme vivant doit innover, mais est-ce que tout ce qui est nouveau est souhaitable? Ça, c'est une question philosophique. Non, Arnaud. Naturellement, tout ce qui est nouveau n'est pas souhaitable. Je veux dire, le maoïsme en son temps, le communisme soviétique étaient des innovations dans l'ordre politique. Ce n'est pas souhaitable. Je ne sais pas, moi, n'importe quel scandale dont on peut avoir connaissance aujourd'hui, par exemple le Mediator, en son temps, était sans doute une innovation dans l'ordre du soin médical. Et parfois, donc, on peut emprunter avec des innovations, des chemins qui peuvent constituer des impasses. Et il peut être plus sage, parfois, de reculer, tout simplement, pour prendre une autre voie quand on s'aperçoit qu'on s'est engagé dans une impasse. Et aujourd'hui, effectivement, on peut avoir tendance, en tout cas, à valoriser l'innovation simplement parce qu'elle est nouvelle. L'innovation pour l'innovation. L'innovation pour l'innovation, comme si c'était le dernier qui a parlé qui avait le dernier mot. D'ailleurs, on a une expression assez symptomatique à cet égard, on dit un produit dernier cri. C'est vrai. Comme si c'était le dernier qui a crié, qui du coup devait l'emporter. Ça, c'est le mot du commercial. Hein. Ouais. Là, vous avez l'objet dernier cri. C'est-à-dire que là, on a le must, le top du top. Mais pourquoi, quand même, ça c'est là aussi une question très philosophique, pourquoi cette frénésie de changement? Est-ce que c'est en l'homme, ça? Alors je ne crois pas que ce soit en l'homme en tant que tel. En revanche, c'est une tendance, clairement, une tendance lourde de la modernité qui a déjà été diagnostiquée par de nombreux auteurs. Déjà, on se souvient du mot d'ordre de Rimbaud, il faut être absolument moderne, il faut sans cesse produire du nouveau. Et cette tendance, donc, elle caractérise plutôt, je dirais, notre modernité, mais pas nécessairement notre humanité. Et aujourd'hui, finalement, eh bien, il y a comme ce symptôme, effectivement, d'innovation. Alors pour le coup de plus en plus courte. C'est-à-dire que le temps, la durée de vie d'une innovation, maintenant, ça peut être quelques mois, ou quelques années, ou quelques mois. Ça, c'est l'effet de la tech, quand même. On voit évidemment en permanence ce mouvement sur lui-même qui innove régulièrement. Alors ça, du coup, effectivement, vous commencez à parler là de l'innovation technologique. Et ça, il pourrait être intéressant de faire quelques distinctions. Dans ce cas, alors, par rapport à ce que vous nous décrivez, qu'est-ce qui convient d'appeler innovation? Et donc, inversement, qu'est-ce qui ne convient pas d'appeler innovation? Qu'est-ce qui est une innovation et qu'est-ce qui n'est pas une innovation? Alors, le mot innovation, aujourd'hui, est une sorte de mot valise, c'est-à-dire qu'elle recouvre des réalités bien différentes. À l'intérieur même du terme innovation, en fait, il faut bien distinguer d'une part les innovations qui ne constituent qu'une différence de degré par rapport à ce qui précède, c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, et puis les innovations qui présentent une différence de nature par rapport à ce qui précède. Donc une nouveauté, une totale nouveauté là. Totale nouveauté, exactement, et ça c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Et donc à l'intérieur même du champ de l'innovation, vous avez soit des inventions, soit de la création. L'invention, elle est toujours technique, la création peut être artistique. Une invention, par exemple, typiquement, c'est le téléphone. Le téléphone, donc la personnalité de l'auteur, on ne sait pas, la personnalité de l'auteur n'est pas incluse dans ce qu'il a inventé. Par exemple, le phonographe, il est accessoire qu'il ait été inventé par Edison. Si lui ne l'avait pas inventé, ça aurait été inventé par quelqu'un d'autre. En revanche, l'invention a toujours une utilité, une fonction technique, tandis qu'une création, elle est l'expression du monde intérieur d'un auteur.
D'une subjectivité, D'une donc. subjectivité, exactement. Et il n'y a que Cézanne qui pouvait produire un Cézanne. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, il faut être très au clair, en tout cas, entre les deux. Est-ce qu'on peut, et ce qui est très intéressant, marier invention et création? Parce qu'on voit aussi dans le design, dans la manière de penser un objet, des objets qui ont été inventés et en même temps fruits d'une création artistique. Je pense à Apple, par exemple, je pense à des marques comme celle-là. Alors vous avez raison, Arnaud, parce que les produits Apple, alors d'une part, elles peuvent constituer des inventions dans le sens où ils innovent techniquement sur quelque chose, mais en même temps, on reconnaît tout de suite un produit Apple, c'est-à-dire on reconnaît la signature de l'auteur. La fameuse pomme de Steve Jobs. Exactement. Et puis même la ligne, le design, même s'il n'y avait pas la pomme sur un produit Apple, on reconnaîtrait l'empreinte du créateur. Et ça, normalement, c'est typique effectivement d'une création. Avant de nous quitter, vous avez évoqué tout à l'heure les innovations politiques, maoïsme et communisme soviétique, mais l'innovation, elle est utile à l'homme parce qu'il y a quand même aujourd'hui un mouvement très radical écologiste qui globalement freine des deux pieds sur beaucoup d'innovations. Elle produit du progrès et du bien-être, l'innovation, ou pas ? Ou est-ce qu'on n'a pas tranché cette question ? Pas nécessairement. En tout cas, ce n'est pas inclus dans le terme innovation. L'innovation, c'est simplement ce qui est nouveau. Vous avez innové par rapport à la semaine dernière parce que vos cellules se sont renouvelées, votre coupe de cheveux a été légèrement modifié. Vous avez en un sens innové. Et donc, en tant que tel, on se paye de mots quand on se gargarise d'innovation, parce que de toute façon, elle est inévitable, l'innovation. Reste à discerner, comme toujours, on en revient à l'importance de l'esprit critique pour discerner dans ce que l'on nous présente de manière parfois un peu complaisante comme étant une innovation, est-ce véritablement un progrès ou pas? Donc l'alpha et l'oméga du bien-être. C'est finalement ça le fond et l'angoisse peut-être existentielle qui nous traverse. On est bien seulement quand on innove. On se sent bien. On se sent bien. Merci Thibaut de nous avoir éclairé sur ces subtilités de ce mot innovation dont on en parle beaucoup ici et ailleurs, d'ailleurs sur Bismart. Merci de nous avoir rendu visite. Expert en management des entreprises et toxic management, je le rappelle. Et en innovation managériale. Et en innovation, parce que lui aussi, Thibaut Brière, innove évidemment. Toxic management, votre livre chez Robert Laffont. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à la semaine prochaine, ou en tout cas à très bientôt. On marque une courte pause. Le Cercle RH est consacré à un sujet qui est au cœur de l'actualité. Un livre. Dialogue social ou dialogue de sourds? Au cœur de l'actualité parce que, évidemment, mouvement social, contestation dans la rue du projet de réforme des retraites et un dialogue bien compliqué entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce que le dialogue social existe toujours? En quoi est-il utile? Eh bien, on va en parler avec les deux auteurs de ce livre. Ils sont mes invités dans le Cercle RH et c'est juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité parce que le mouvement social bat son plein. Deuxième manifestation, c'était hier avec un mouvement social crispé sur ce projet de réforme des retraites. Et un livre, justement, nous dévoile les coulisses du dialogue social. Dialogue social ou dialogue de sourds, et les deux auteurs sont sur mon plateau, évidemment. On va parler de ces manifestations, puis on va parler surtout de ce livre et de la manière dont, côté syndicat et côté direction, eh bien, on négocie dans l'entreprise. Alors, c'est beaucoup moins médiatique que ce qu'on voit à la télévision, mais dans l'entreprise, on dialogue, on construit et on invente peut-être l'entreprise de demain. Je vous présente les deux auteurs. Alain Condaminas, merci d'avoir répondu à notre invitation. CEO, donc patron, vous avez dirigé, vous êtes aujourd'hui à la retraite si je ne m'abuse, dirigé les banques populaires Occitane, co-auteur de ce livre, et à côté de vous, vous avez quelqu'un que vous connaissez bien. Alors non seulement c'est votre co-auteur, évidemment, Frédéric Guyonnet, que je salue, mais vous avez eu à négocier très souvent ensemble. Frédéric Guyonnet, vous êtes le président du SNB, le syndicat national de la banque, syndicat majoritaire dans le secteur bancaire, et vous vous êtes dit un jour, tous les deux, on s'est beaucoup vu autour de la table, on s'est parfois un petit peu, je mets des guillemets, frité, en tout cas on a eu des bras de fer assez solides, et si on l'écrivait ce livre pour raconter ce qu'on n'a jamais écrit auparavant, les coulisses d'un dialogue social? C'est bien comme ça que ça a démarré. Absolument. Alors l'idée, je dois le reconnaître, elle revient à Frédéric Guyonnet, comme quoi, voyez-vous, même un syndicaliste peut parfois avoir de bonnes idées. Donc vous dites, tiens, j'ai quelqu'un qui a été en face de moi dans des négociations NAO, de salaire, de tous les sujets qui font vivre une entreprise. Tiens, si on l'écrivait, les coulisses, Frédéric Guyonnet, d'un dialogue social, excusez-moi pour revenir au faux dialogue social qui n'existe pas au plus haut sommet de l'État,
il y a une réalité dans votre dialogue social. Ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, on est d'accord. Là, il y a un conflit, on n'est pas dans le dialogue. Non, mais là, il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension de l'un et de l'autre. Alors, pourquoi on a écrit ce livre? Parce que quand je suis devenu président du SNB, le syndicat national de la banque, j'ai rencontré des différents dirigeants et je me suis rendu compte que dans différentes entreprises, il n'y avait pas de dialogue social. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour montrer à ces patrons que le dialogue social est important, est essentiel dans l'entreprise? Et qui de mieux pour leur parler qu'un autre dirigeant? Et quand Frédéric m'a apporté l'idée, je me suis dit, il y a quand même bien des entreprises où il n'y a pas moyen de discuter avec les syndicalistes. Alors c'est peut-être pas mal que d'écrire un bouquin avec un syndicaliste pour faire passer des messages. Alors quand même, il faut préciser que pour ceux qui vont s'y plonger, et déjà pas mal de lecteurs s'y sont plongés, ça raconte évidemment des choses très pratiques du dialogue social, puis ça raconte aussi vos parcours. Juste un mot, parce que ça c'est très intéressant. Rien ne vous destinait, et ça c'est vraiment une réalité que les dirigeants, mais aussi les syndicalistes, n'imaginent. Rien ne vous prédestinait à faire des négociations au sommet, d'avoir des stress incroyables, de vous retrouver face à face. Dans vos parcours personnels, on le voit bien. Rien ne vous avait prédestiné à ça, rien ne vous avait formé. Vous êtes d'accord? Totalement. Vous étiez banquier, vous n'étiez pas négociateur. Je dirais même que les syndicats, souvent, du moins dans les grosses structures, ont un avantage sur les patrons parce qu'ils sont formés à tout cela. Et les patrons ne le sont pas. Comment vous avez appris, vous? Et on demandera à Frédéric Guyonnet, parce que tout ça, c'est un travail subtil. Comment on apprend? Comment on se prépare à une négociation? Comment on apprend le métier de la négociation d'abord? D'abord, il faut être convaincu que la négociation, c'est le meilleur chemin pour arriver à quelque chose. Beaucoup de choses nous séparent avec Frédéric Guyonnet, mais il y a une chose qui nous unit, et qui nous unit, je crois, de façon très, très forte, c'est la conviction que le dialogue social, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour les deux parties. Mais c'est un excellent moyen pour, d'une part, avoir une entreprise performante, ce que veut le chef d'entreprise. Ça, vous le liez. Un bon dialogue social, c'est une bonne performance de l'entreprise. Bien sûr, parce que moi, je ne connais pas, quel que soit le secteur d'activité économique, une entreprise où les salariés ne sont pas motivés. Alors, dans la motivation, il n'y a pas que les aspects matériels et les conditions de travail, mais il y a quand même... Il y a quand même, on est les d'accord, conditions de travail et les rémunérations. Et ça se discute. Et la négociation sociale, donc je le répète, pour moi, c'est un moyen. Ce n'est pas un but en soi. Mais c'est un moyen extrêmement important pour la performance de l'entreprise, et côté syndicat, évidemment, mais je vais laisser parler Frédéric Guyonnet, pour le bien-être des salariés. Frédéric Guyonnet, ça c'est la préface de Jean-Claude Mailly, qui a dirigé FO, on le sait tous, bien la préparer. Et là, il parle de la négociation, c'est savoir comprendre le contexte ainsi que les motivations et positions de son interlocuteur. Ça, c'est des choses que... Et vous êtes négociateur de branche, donc c'est des négociations de très haut niveau. Il faut les préparer. Et en fait, il faut mentalement se préparer à cela. Ah, bien sûr, mais ça, c'est des jours et des jours de travail. Il faut aussi apprendre à connaître son interlocuteur pour savoir est-ce que le dirigeant ou le porte-parole, le DRH qui va mener la négociation arrive de suite avec le maximum de ce qu'il peut donner. Est-ce qu'il arrive avec une marge de manœuvre? Enfin voilà. Excusez-moi, connaître son caractère, Frédéric Guyonnet. C'est à savoir comment le prendre. C'est tout à fait normal, oui. Donc ça, c'est aussi un travail aussi de psychologie qu'on n'apprend pas, parce que vous étiez dans le secteur bancaire, vous aussi. On ne l'apprend pas, ça. C'est le vécu, c'est le terrain, donc c'est l'expérience. Et pardonnez-moi, il y a une qualité qui est très importante, mais dans les négociations entre direction et syndicats, mais comme dans toutes les négociations, ce sont les mêmes techniques et les mêmes vertus finalement qu'il faut avoir. Oui, je suis d'accord. Mais l'empathie pèse beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir, pour la première fois, réussi dans un même livre à réunir côté dirigeant, côté syndicat, et de raconter les coulisses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous répondez pas forcément. C'est-à-dire que chacun défend dans ce livre la position qu'il a tenue, vous défendez la vôtre et vous défendez la vôtre. C'est écrit dans le livre, noir sur blanc, mais je sais que dans les coulisses, et ça vous ne l'avez peut-être pas écrit, ça a pu chauffer parfois. Est-ce qu'il y a des moments où, malgré toute l'empathie que vous aviez pour Frédéric Guyonnet, malgré tout l'intérêt que vous portez au dialogue social, est-ce qu'il y a des moments vous avez vu rouge? Dites-nous tout. Oui, ça m'est arrivé. Peut-être laisser Frédéric Guyonnet le raconter. Mais je sais pas. Puisqu'il a subi. Mais c'est intéressant d'avoir le champ. Ah, c'est vous qui avez donc gagné le bras de fer. Non. Ça ne marche pas comme ça. Non, il ne s'agit pas de savoir qui il y avait un duel quand même là. Qui a gagné, mais on parle des bilatérales par exemple, qui sont des techniques des techniques qui sont des savoir-être mutuels et des points de rencontre.
Dans les bilatérales... Comme en diplomatie, on appelle ça les bilatérales. Oui, oui, peut-être. Ça fait partie du dialogue. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Tout le monde sort. ce n'est pas officiel et c'est une rencontre. Et là, on se parle. D'un syndicat avec la direction. Il n'y a pas les autres syndicats. Donc il n'y a pas de jeu théâtral, de posture, etc. Là, on se parle. Et là, on se dit les choses. Ah, là, on peut éventuellement se dire des choses et parfois se les dire de façon sympathique, mais néanmoins extrêmement ferme. Frédéric Guyonnet, ça révèle aussi qu'il peut y avoir des moments de tension, que le dialogue social, ce n'est pas la connivence, que ce n'est pas la complicité, c'est que chacun défend ses intérêts, qu'à un moment donné, il va falloir trouver un point commun à tout ça. Exactement. Je vais vous raconter une anecdote sur une négociation, sur l'intéressement-participation, qui est en fait l'accord le plus important, il me semble, qu'on négocie, en tous les cas, dans l'entreprise d'où on était tous les deux. On avait des points de vue divergents sur cet accord-là. Alain Condaminas voulait un accord très protecteur pour les salariés, c'est-à-dire que l'accord puisse déclencher quelque chose, même si l'entreprise faisait des résultats un peu moins bien. Alors que nous, on allait chercher le maximum en fait d'argent à distribuer. Donc, on n'était pas d'accord. Et on a menacé de ne pas signer cet accord-là. Donc le ton monte un peu là. Donc le ton monte un peu, chacun reste sur ses positions. Et en fait, à un moment donné, s'il n'y a pas de signature, il n'y a plus d'accord d'intéressement-participation. Et là, ça devient dangereux au niveau de l'entreprise, puisque les salariés peuvent en vouloir et à la direction et au syndicat de ne pas avoir trouvé un accord. L'accord, tout le monde est perdant dans ce cas-là. La négociation se termine. Alain Condaminas me convoque dans son bureau. Donc, la bilatérale. Alors, quand Alain Condaminas s'est énervé, je peux vous dire que vous tenez à carreau. Et là, il me dit, vous êtes irresponsable, monsieur Guyonnet, etc., etc. Et donc, il part... Donc là, le ton est monté d'un cran supplémentaire. Et je lui dis, mais monsieur Condaminas, vous n'avez que les syndicats que vous méritez. Et là, du coup, on s'est assis autour de la table, on a essayé de trouver un point de rencontre. Et en fait, c'est ça, le dialogue social, c'est de trouver... un point où on se rencontre pour trouver un accord. Un mot, parce qu'on va commenter ce baromètre qui est le 5e sur le dialogue social, parce qu'il y a eu des réformes successives qui ont un peu modifié d'ailleurs la qualité du dialogue social. Qu'est-ce que vous en avez tiré au-delà de vos activités de directeur patron de banque? Comment ça vous a nourri ce dialogue social? Est-ce que vous avez regardé autrement, différemment les syndicats? Parce qu'on voit aussi dans certains regards de dirigeants une méconnaissance, une malconnaissance des syndicats, et peut-être un regard qui est finalement à l'image de ce que nous renvoient les médias au niveau national, et qui n'est peut-être pas la réalité de ce qui se passe. À l'origine, et dans mes origines, je n'avais pas nécessairement une image forcément favorable. Ouais, vous le dites d'ailleurs, dans votre éducation, dans votre parcours. Tout. Et puis à un moment donné, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, celle dans laquelle nous étions tous les deux, il y avait quand même 2200 personnes, ça commence à compter un peu. C'est une entreprise qui était très syndiquée, 50 à 60% d'adhérents aux différents syndicats. Vous vous dites, je ne peux pas faire sans eux, c'est pas possible. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement les syndicats, même si vous en avez une mauvaise image au départ, ils sont extrêmement utiles. Parce que s'ils ne sont pas là, vous avez affaire à ce qu'on appelle les coordinations. C'est ça, ce qui commence à naître d'ailleurs. C'est-à-dire en dehors du réseau bancaire, il y a des mouvements, SNCF. C'est-à-dire des choses totalement informelles, incontrôlées, incontrôlables. Sans leader particulier. Les leaders changent à chaque assemblée générale, c'est-à-dire 1 à 2 fois par jour. Donc vous n'avez même plus d'interlocuteur. Le pire que les coordinations, alors là, ce n'est pas au niveau de l'entreprise, c'est au niveau de l'État, sont les gilets jaunes. C'est ça. Avec qui voulez-vous discuter? L'émanation, effectivement, le prolongement de tout ça. Il n'y a plus rien, tout explose. Frédéric Guyonnet. Donc, heureusement qu'il y a des syndicats. Heureusement, et justement pour une forme d'apaisement social aussi. Et il n'y aurait pas la crise Covid, on y sera encore sur les gilets jaunes. C'est vrai. Perception, quand même, ça va vous intéresser au premier chef. Juste une Allez-y, Alain chose, Condaminas. un dernier argument de l'utilité des syndicats. Quand il y a un conflit, les syndicalistes, en général, sont des gens qui savent ce qu'ils font. Je dis bien en général, il y a de tout chez les syndicalistes, chez les patrons aussi d'ailleurs. Mais ils savent qu'il y a un après-conflit et qu'il y a une vie après le conflit. Il faut toujours penser à cela. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai dans le syndicat et c'est vrai pour tous les sujets d'ailleurs qui nous concernent. C'est vrai pour tous les sujets. Mais si vous avez une coordination ou si vous avez les gilets jaunes, ce qui est c'est même pas une caricature, mais qui est un cas extrême, on tombe là dans le radicalisme le plus total. Personne ne pense à la sortie de l'autre côté. C'est vrai. Et on n'en voit pas le bout d'ailleurs. Et on n'en voit pas le bout. Ça ne s'arrête pas. Un mot quand même, parce que
Ce livre aussi renvoie à des conseils pratiques. Il y a aussi quand même dans votre livre, au-delà de vos parcours, au-delà d'anecdotes, l'idée d'être un bon syndicaliste, un bon négociateur et aussi un bon dirigeant pour nouer un dialogue constructif. La perception de la qualité du dialogue social. Alors ça c'est très intéressant, ça c'est les lois de réforme de 2008 notamment. On a tout réduit au courbouillon, plus de CHSCT, on a tout rassemblé dans un CSE. Alors la perception côté chef d'entreprise et DRH est plutôt bonne. Ils disent, pour nous, c'est pas mal, le CSE. 7,8 sur 10, c'est la note après sondage. Ça baisse fortement chez les salariés, 5,7, et seulement 5 points sur 10 selon les représentants des salariés. Vous êtes un syndicat leader. Vous réussissez d'ailleurs, je dirais un peu à contre-courant, à continuer à attirer des adhérents dans votre syndicat, alors que la désyndicalisation est amorcée dans beaucoup de secteurs. Vous le comprenez, ce chiffre, où les représentants des syndicats disent, pour faire un bon dialogue social, on ne peut pas avoir 1000 sujets à traiter dans la même session de travail. Parce que c'est ça l'enjeu aussi aujourd'hui. Hein. Alors ce qui est sûr, c'est que quand on avait les comités d'entreprise, les CHSCT et les délégués du personnel, il y avait souvent des sujets qui étaient récurrents et qui revenaient dans les 3 instances une fois par mois. C'est vrai. Donc avoir une seule instance, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui est déconnant entre guillemets. Par contre, le fait d'être passé de 3 instances à une seule instance, donc le CSE, a réduit le nombre d'élus. Bien sûr. Et c'est là où en fait ça pose problème parce que on le voit, les relations sociales aujourd'hui sont de plus en plus complexes et il faut être de plus en plus professionnel. D'ailleurs, les services des relations sociales dans les différentes entreprises grossissent. Oui. Alors que derrière, on a beaucoup moins d'élus. Les élus aujourd'hui, alors en tous les cas... Nous, donc l'effet s'inverse par rapport au début de l'émission. Ça veut dire que les entreprises se forment, s'aguerrissent au dialogue social, pendant que les syndicats s'appauvrissent. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de lois qui les obligent à se remettre en question. La crise Covid, c'est les relations sociales qui ont piloté ça dans les entreprises. Ça a été un travail monstrueux. Juste avant de nous quitter, Alain Condaminas, ce livre qui vous a pris du temps, c'était un travail à 4 mains, d'échanges, de discussions. C'est toujours une aventure humaine d'écrire un livre. À qui vous le destinez, cet ouvrage? Parce que l'état du pays, l'absence de dialogue social, la difficulté de pouvoir faire avancer des sujets aussi importants que les retraites, est-ce que vous avez envie de l'envoyer à Elisabeth Borne? Est-ce que vous avez envie de l'envoyer à Emmanuel Macron? À qui il se destine, cet ouvrage? Je crois sincèrement à tout le monde. La France, vous venez de le dire, malheureusement, un historique quasi génétique de conflits et de progression sociale, souvent dans la violence. On ne va pas revenir sur l'histoire depuis 1789, bien sûr. C'est quand même ça. Quand on regarde dans les autres pays, dans beaucoup d'autres pays, je parle des pays du Nord, de l'OCDE, le sujet est complètement différent. C'est vrai. Et pourtant, c'est en France où peut-être, on vient de parler de l'évolution du CE en CSE, où il y a le plus de moyens pour les syndicats dans les entreprises. Moyens donnés par la loi. Allez à l'étranger, demandez-leur quelle vision ils ont du système français, ils sont effrayés. C'est le modèle social français aussi. Hein. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, j'étais dans une banque canadienne, ils m'ont dit, mais c'est quoi les CE? Mais c'est une horreur pour nous. On a dû leur dire, non, c'est pas une... C'est le modèle totalement opposé, évidemment. C'est pas une horreur. Ça fonctionne. Et pourtant, eux, ils savent négocier, ils négocient plus que nous. C'est extrêmement paradoxal. Oui, c'est ça, parce qu'ils négocient quand même beaucoup. Oui. Un mot quand même, Frédéric Guyonnet, ce livre, vous le destinez à tout le monde. Alors j'imagine aux DRH, aux syndicalistes, avec la préface de Jean-Claude Mailly et Geoffroy, et aux dirigeants. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a ce livre entre les mains. La suite pour vous de cette aventure syndicale et de l'histoire du syndicalisme, parce que vous l'écrivez à travers ce livre, vous racontez quelque chose de son évolution. Vous êtes totalement orienté vers un syndicalisme progressiste, j'irais presque un syndicaliste serviciel, parce que là, au niveau national, on voit des syndicats qui tiennent des banderoles, qui refusent, qui s'opposent, parfois violemment. J'ai le sentiment que vous portez un autre dialogue, un autre regard sur le syndicalisme. C'est un syndicaliste plutôt à l'allemand de ce qu'on retrouve en Allemagne, dans les pays du Nord, au Canada, où on est plus dans le dialogue, je dirais même vers la co-construction de l'entreprise. Alors je sais qu'Alain Condaminas n'aime pas ce terme-là. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, vous l'avez co-construit, votre livre, déjà, à la base. Non, mais oui. Au moins, vous assumez le fait de l'avoir co-construit avec Frédéric. Vous n'êtes pas disputé sur ce livre en l'écrivant. Non. Il n'y a pas eu de bilatéral.
Non. Bon, il n'y a pas eu de bilatéral sur le livre. Enfin, on a discuté, mais jamais sur le fond du livre. C'est un débat que pose Frédéric Guionet, parce que co-construction, ça veut dire que l'entreprise et certains dirigeants disent attendez, moi je suis dirigeant de mon entreprise, et c'est pas au syndicat de me dicter les pas. Ce débat, il est posé. Hein. Je suis pas pour la cogestion, je le dis. Hein. Co-construction, moi j'ai entendu. Oui, mais co-construction, ça peut arriver assez rapidement. Oui, c'est ça, parce que tout de suite vous glissez sur la cogestion. Ah ben oui, je glisse là-dessus. Et ça, la cogestion, moi, je n'en veux pas. Il y a des, enfin pas dans mon entreprise, ou celle que j'ai dirigée en tout cas. Maintenant, ça peut marcher. En France, les vrais exemples de cogestion qui marchent, on les cherche. Ou quand ça marche jamais très longtemps. Donc, cherchez l'erreur. Donc, chacun à sa place, c'est ça votre message ? J'engage tous les... Oui, chacun à sa place. Mais vraiment à sa place, pleine et entière, chacun. Dans un respect mutuel, excusez-moi de revenir. Vous voyez qu'on n'est pas d'accord. Ouais, voilà, donc voilà, voilà. Mais permettez-moi juste de dire une chose. Regardez, faites une comparaison sur 10 ans, 15 ans. L'évolution des voix aux élections professionnelles des syndicats et comparez-le par syndicat au nombre d'accords signés annuellement par les syndicats. Il y a beaucoup d'accords signés. Ouais. Il y a beaucoup d'accords signés et vous remarquerez que ceux qui gagnent petit à petit de plus en plus de voix lors des élections professionnelles, concomitamment, sont ceux qui signent le plus d'accords. Voilà, moi ça me frappe et je crois que ça apporte de l'eau à notre moulin. À l'idée d'avoir écrit un livre à 4 mains. L'AFB a fait une excellente enquête sur ce sujet-là en faisant un parallèle. AFB, Association Française Bancaire. En faisant un parallèle entre le nombre d'accords signés et la progression aux élections des syndicats signataires. Donc il y a un lien entre l'idée de co-construire et non pas co-gérer et l'idée de faire des adhérents et d'engager les salariés. Ce que cherchent aujourd'hui les salariés, c'est d'avoir des syndicats qui les représentent et qui arrivent à trouver des accords. Et pour trouver un accord, il faut qu'il y ait une signature au bout. Et c'est la vie de l'entreprise, on ne le dira jamais assez. On évoquait tout à l'heure le salaire, les négociations d'intéressement, le handicap, la formation. Multiples sujets passent à travers ce dialogue qui doit être nourri et construit, pas ce que l'on vit aujourd'hui, évidemment, au niveau national. Dialogue social, dialogue de ou, dialogue de sourds. Il y a un ou. Regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron sorti chez Vérone. Alain Condaminas et Frédéric Guionet, les co-auteurs, les auteurs de ce livre. Merci de nous avoir rendu visite dans le Cercle RH pour ce débat à cœur ouvert sur votre réalité de patron et de syndicaliste. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Frédéric Guionnet et probablement Alain Condaminas, les entreprises qui accueillent le mieux leurs stagiaires et leurs alternants. Ça, c'est un sujet intéressant et on en parle dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, un classement pour savoir quelles sont les entreprises qui sont les plus accueillantes pour les stagiaires, évidemment, mais aussi pour les alternants. Et Dieu sait si les alternants sont nombreux avec cette évolution du nombre de jeunes qui sont entrés dans ce dispositif. On en parle avec Célika Tellier. Bonjour Célika. Bonjour. Cofondatrice de Choose My Company. Vous êtes aussi conférencière par ailleurs. Alors, vous avez une carrière assez longue dans le monde de l'entreprise, puis vous avez créé cette entreprise. Comment on pourrait la définir, Choose My Company et ses 60 collaborateurs? C'est une agence de notation des entreprises par les salariés eux-mêmes? Au cœur de notre activité, bien sûr, il y a des avis et donc les notations par des collaborateurs dans les entreprises. Choose My Company est une entreprise à mission et notre vocation, notre raison d'être est d'améliorer la relation au travail pour tous. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On mène des enquêtes qui sont ouvertes à toutes les entreprises qui sont désireuses d'écouter leurs parties prenantes dans cette relation essentielle. En l'occurrence, les salariés, les stagiaires alternants, les candidats qui soient recrutés ou non, les clients, et quand il s'agit des écoles et universités, des élèves. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces avis, de cette lecture de la réalité vécue dans les entreprises? On fait deux choses. C'est d'une part, ça aboutit à des analyses qui permettent aux entreprises d'améliorer l'expérience en interne. Et ensuite, nous délivrons des labels pour faire rayonner la réputation des organisations les plus vertueuses en matière RH et RSE. Donc peut-être, on va en parler tout à l'heure, mais on a des labels Happy at Work et We Impact qui concernent les pratiques RH et RSE pour des salariés, Happy Candidates pour les chercheurs d'emploi et Happy Trainees et Happy at School
pour l'expérience étudiante. Un focus, on va faire focus sur ces Happy Trainees. Les données que l'on découvre sur... Alors, bien sûr, l'idée, c'est de promouvoir l'image de ces entreprises vertueuses qui sont les bonnes élèves, et on va le faire aujourd'hui. Les informations qu'on va aller chercher chez vous, dans Choose My Company, elles sont certifiées. Je veux dire par là, parfois, on voit sur des commentaires de restaurants, on voit bien que c'est le restaurateur qui a mis le commentaire. Et de la même manière, pour un hôtel à l'étranger. C'est béton armé, c'est certifié. C'est certifié. Qu'est-ce que ça veut dire, un avis certifié? Ça veut dire que nous pouvons prouver que la personne qui a émis cet avis, cette notation, ce commentaire, il travaille bel et bien dans l'organisation qu'il a évolué. Nos enquêtes, ils passent par les entreprises et différents d'autres outils. L'utilisation de nos questionnaires est gratuite. Nos évaluations sont basées 100% sur les avis des salariés, il n'y a pas d'audit des bonnes pratiques ou autre. Donc c'est fiable. Ouvrons-nous tout de suite, Cédric Atelier, sur ces fameux lauréats Happy Trainers. Donc on est sur les alternants. Regardons quand même le premier classement de 1 à 19 stages, et on va le découvrir. Alors, Everwin, l'entreprise qui est sortie en tête. Citeo, pour valoriser ces entreprises, Novartis France pour de 50 à 99 stages, j'ai l'impression que je suis à la cérémonie des Oscars ou des Césars, et de 100 à 190 stages, alternance et alternance par an, Avanade France. Et on en a un deuxième, et on va essayer évidemment d'être le plus rapide possible, les lauréats des classements Happy Trainers, cette fois-ci pour de 200 à 499 stages ou alternance. Là, on est dans la Maïf, qui est une entreprise, là aussi entreprise à mission, si je ne m'abuse. Ubisoft, pour des stages de 500 à 999 stages ou alternance, et plus de 1000 stages ou alternance, EDF. Ça, c'est très intéressant, entreprise évidemment que tous les Français connaissent, et stages et alternance à l'international, Abbott. Sur ces deux classements-là, vous en faites quoi ? Vous le publiez, vous dites regardez ces entreprises, elles l'utilisent, elles disent regardez, venez chez nous. C'est de la marque employeur pour elles. En fait, on va plus loin, c'est la réputation. C'est ce que disent les étudiants. Le cran au-dessus. C'est le cran au-dessus. La différence de la marque employeur, en fait, c'est le terme qu'on utilise côté business. C'est ce que dit l'entreprise. La réputation, c'est ce qu'on vous dit de vous quand vous n'êtes pas là. Et quand il s'agit d'étudiants, c'est d'autant plus important. Ils vont en entreprise, ils retournent à l'école, ils parlent à leurs collègues. Et c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. Des ambassadeurs. Un petit mot sur Ubisoft, par exemple, de 500 à 999 stages alternance. Est-ce que vous avez les chiffres de ce qui sort derrière en emploi ferme et définitif, CDD, CDI? Parce que là, on voit qu'ils consomment, entre guillemets, beaucoup d'alternants et de stagiaires. Est-ce que derrière, il y a aussi cette idée que vous vérifiez que c'est suivi d'un emploi? On dit souvent que l'alternance, c'est la première marche vers l'emploi. Est-ce que ça, vous avez cette information? Cette information, il fait partie des informations qui sont disponibles sur nos sites parce que chaque entreprise, il fait du reporting sur ses effectifs, ses recrutements. Maintenant, à l'intérieur du programme Happy Trainees, qu'est-ce qui se passe? C'est l'étudiant qui évalue la qualité de son stage. C'est qu'est-ce qu'il a vécu en termes de développement de compétences, en termes d'organisation de travail, relations managériales. Est-ce qu'il est fier de son entreprise? Donc, ce n'est pas l'idée de j'aurai le CDI derrière. C'est qu'est-ce que j'ai vécu pendant le temps où j'étais dans l'entreprise. On est bien d'accord? Oui, on est bien d'accord. Ceci dit, l'un est en relation avec l'autre parce qu'il s'agit quand même de l'employabilité des jeunes. Est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été bien traité et respecté par mon employeur? Et on pose deux questions. On pose la question, est-ce que je recommande mon entreprise à un autre étudiant pour faire un stage ou une alternance. Ambassadeur, évidemment. Donc, il y a le côté ambassadeur. Et est-ce que j'ai envie d'être embauché dans cette entreprise? C'était un peu ma question. Merci Cédric Atelier de nous avoir rendu visite. Allez sur le site Choose My Company. Alors peut-être allez voir aussi les entreprises qui sont évidemment des lauréates à travers ce Happy Trainers. Mais allez sur le site et puis allez voir les commentaires aussi. C'est intéressant de ce qui se dit. Merci Cédric Atelier, cofondatrice de Choose My Company. Merci de m'avoir accompagné pour cette fin d'émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment, et merci à Marie aujourd'hui pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.